Saviez-vous que l'ego est la première cause de déconnexion émotionnelle? Cela transforme l'amour en un champ de bataille de fierté, murmurant que vous avez toujours raison, tout en érodant discrètement la confiance. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui peut changer la façon dont vous vivez l'amour. Comment l'ego mine discrètement le lien émotionnel. Découvrons comment cette barrière silencieuse affecte vos relations et ce que vous pouvez faire pour la surmonter. L'ego, une force invisible mais puissante, façonne la façon dont nous nous percevons et dont nous nous connectons avec les autres. Dans les relations, il agit souvent à la fois comme un bouclier et une épée, protégeant notre sentiment d'identité tout en détruisant subtilement les fondements de l'intimité. Bien que sa présence puisse être difficile à reconnaître, l'ego joue un rôle central dans de nombreux conflits et ruptures qui surviennent entre partenaires. À la base, l'ego est une image que nous créons de nous-mêmes, déterminant la façon dont nous voulons être vus et compris. Il a soif de validation et évite tout ce qui menace son sentiment d'importance. Cependant, dans les relations, l'ego peut devenir un saboteur silencieux, donnant la priorité à l'autopréservation plutôt qu'à une véritable connexion. Lorsque l'ego domine, l'amour devient conditionnel. Nous pouvons nous retrouver à compter des points, à chercher à avoir raison dans chaque argument ou à utiliser les faiblesses de notre partenaire pour nous sentir supérieurs. Ces comportements créent des murs, rendant plus difficile l'expérience de l'ouverture et de la vulnérabilité qu'exige une véritable intimité. Carl Jung, l'un des penseurs les plus profonds de la psychologie, a décrit l'ego comme un fragment de la psyché, un outil nécessaire pour naviguer dans le monde, mais qui doit être équilibré. Selon Jung, l'ego se nourrit de la séparation, définissant le « moi » par opposition au « toi ». Même si cette séparation nous aide à établir notre individualité, elle peut aussi nous aveugler sur les besoins et les émotions de ceux que nous aimons. Dans la danse délicate des relations, l'ego se heurte souvent aux parties les plus profondes et authentiques de nous-mêmes. Il résiste au compromis, craignant que céder signifie perdre. Pourtant, cette résistance conduit à des cycles d'incompréhension et de distance émotionnelle. Le paradoxe est que ce que l'ego recherche, la sécurité, devient inaccessible lorsque la connexion est sacrifiée. Comprendre le rôle de l'ego dans les relations ne consiste pas à l'effacer mais à apprendre à reconnaître son influence. Ce n'est qu'à travers la prise de conscience que nous pouvons commencer à abandonner nos schémas dictés par l'ego et à établir une connexion plus profonde et plus significative avec nous-mêmes et avec les autres. Pour comprendre comment l'ego détruit les relations, nous devons d'abord explorer ce qu'est réellement l'ego. Carl Jung a décrit l'ego comme le centre de notre esprit conscient, la partie de nous qui dit « je suis ». C'est le filtre à travers lequel nous voyons le monde, qui façonne nos expériences et la façon dont nous percevons les autres. Même si cela nous donne une idée de nous-mêmes, cela crée également des barrières, définissant non seulement qui nous sommes, mais, dangereusement, qui nous ne sommes pas. Le rôle principal de l'ego est la survie. Cela protège notre sentiment d'identité, renforce notre estime de soi et nous aide à naviguer dans les complexités de la vie quotidienne. De cette façon, l'ego n'est pas intrinsèquement mauvais. Jung a reconnu qu'un ego sain est essentiel pour fonctionner dans le monde. Sans cela, nous n'aurions pas une idée cohérente de qui nous sommes et de ce que nous défendons. Cependant, l'ego ne représente pas la totalité de ce que nous sommes. Il ne s'agit que d'une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste. Jung a introduit le concept du moi fantôme, les parties de nous que nous réprimons parce qu'elles ne correspondent pas à l'image que notre ego veut projeter. Ces aspects cachés, vulnérabilité, peur et désir, détiennent souvent la clé pour comprendre l'influence de l'ego. Lorsque nous évitons d'intégrer l'ombre, l'ego devient rigide, s'accrochant à un faux sentiment de supériorité
ou de contrôle. Dans les relations, cette rigidité se manifeste par une attitude défensive, de la jalousie ou une incapacité à faire des compromis. L'ego a soif de validation et évite tout ce qui menace son image. Par exemple, lorsqu'un partenaire fait des critiques constructives, l'ego peut les interpréter comme une attaque. Au lieu de s'attaquer à la vulnérabilité, il érige des murs, détourne les reproches ou se déchaîne. Ce mécanisme défensif protège non seulement l'ego, mais aliène également la personne qui nous tient à cœur, créant une distance là où la connexion est le plus nécessaire. Jung a également souligné que l'ego se nourrit de la séparation. Il se définit par ce qu'il n'est pas. Dans les relations, cela peut être destructeur. Au lieu de considérer un partenaire comme un collaborateur, l'ego peut le percevoir comme une concurrence, voire une menace. De petits désaccords dégénèrent en lutte de pouvoir, alors que l'ego se bat pour affirmer sa domination ou gagner l'argument. Ce faisant, le lien plus profond de compréhension et de respect mutuel se perd. Il est important de reconnaître que l'ego n'est pas notre ennemi, mais il ne devrait pas non plus avoir le contrôle. Jung croyait que la véritable croissance vient de l'individuation, un processus par lequel nous intégrons toutes les parties de nous-mêmes, l'ego, l'ombre et le moi authentique. Cet équilibre nous permet de voir au-delà des limites de l'ego et d'aborder les relations avec plus d'empathie et d'ouverture. Considérez à quelle fréquence l'ego détermine nos interactions. Avez-vous déjà insisté pour avoir raison, même au détriment des sentiments de votre partenaire? Ou peut-être avez-vous ressenti le besoin de faire vos preuves en masquant vos insécurités avec fierté ou bravade? Ces comportements découlent de la peur de l'ego d'être exposé ou diminué. Mais comme Jung l'a enseigné, la véritable force ne réside pas dans les défenses de l'ego, mais dans notre volonté d'affronter et d'accepter nos imperfections. Lorsque l'ego est équilibré, il devient un pont plutôt qu'une barrière. Cela nous aide à affirmer notre individualité tout en restant ouverts aux perspectives et aux besoins des autres. Cependant, lorsque l'ego n'est pas maîtrisé, il nous amène à considérer les relations comme des transactions. Que puis-je gagner, plutôt que pouvons-nous construire ensemble? Ce changement de perspective est essentiel si nous voulons entretenir des liens authentiques et durables. Comprendre l'ego ne consiste pas à le rejeter, mais à apprendre à travailler avec lui. En reconnaissant son rôle et en l'intégrant à notre moi profond, nous pouvons transformer l'ego d'une force destructrice en un outil de croissance personnelle et relationnelle. Les façons dont l'ego détruit les relations sont subtiles, mais profondément percutantes, souvent cachées à la vue de tous. Il s'infiltre dans les interactions quotidiennes, transformant les moments de connexion en conflits de fierté et d'autopréservation. À la base, l'ego cherche à se donner la priorité avant tout, mais cet instinct crée des divisions là où l'intimité devrait prospérer. L'une des façons les plus claires par lesquelles l'ego manifeste sa force destructrice est la défensive. Lorsqu'un partenaire exprime une inquiétude ou exprime sa frustration, l'ego interprète instantanément ces moments comme des attaques personnelles. Au lieu d'écouter avec ouverture, il réagit par des excuses, des détours ou des contre-arguments. Par exemple, un simple « j'ai l'impression que tu n'as pas été présent ces derniers temps » peut déclencher une réponse du type « tu exagères toujours, je fais tellement pour nous ». Cette attitude défensive instinctive bloque un dialogue significatif, laissant les deux partenaires se sentir ignorés et invalidés. Une autre façon dont l'ego détruit les relations est son besoin incessant de contrôle. Dans les partenariats sains, les décisions sont prises en collaboration, les deux voix étant respectées. Mais un individu motivé par son ego pourrait considérer la collaboration comme une menace pour son autorité. Ils peuvent insister pour avoir raison dans leurs arguments ou manipuler subtilement les situations pour s'assurer que leurs besoins passent toujours en premier. Au fil du temps,
cette dynamique crée un déséquilibre, laissant un partenaire se sentir impuissant et l'autre consumé par son besoin de dominer. La tendance de l'ego à résister à la responsabilité est tout aussi préjudiciable. Admettre sa faute nécessite de l'humilité, ce que l'ego a du mal à accepter. Au lieu de dire « je suis désolé, j'avais tort », l'ego pourrait déformer la situation, blâmant des facteurs externes ou même le partenaire pour ses erreurs. Cet évitement de responsabilité non seulement approfondit les conflits, mais érode également le fondement de la confiance dont dépendent les relations. La tactique la plus silencieuse et la plus corrosive de l'ego est peut-être son utilisation de la projection. Cela se produit lorsqu'un individu attribue inconsciemment ses propres insécurités, peurs ou défauts à son partenaire. Par exemple, quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur peut accuser son partenaire d'être trop critique ou dédaigneux, même si ce n'est pas le cas. La projection déforme la réalité, transformant des désaccords mineurs en problèmes plus vastes, alimentés par des luttes internes non résolues. La quête incessante de validation de l'ego est une autre façon de saper les relations. Il a besoin d'une affirmation constante pour maintenir son image de supériorité. Cela peut se manifester par une recherche excessive de compliments, le besoin d'être félicité pour chaque contribution ou un sentiment de menace lorsqu'un partenaire réussit. Au lieu de célébrer les victoires de chacun, l'ego transforme la relation en une compétition où la joie de l'un équivaut à la perte de l'autre. L'empathie, pierre angulaire des relations solides, est souvent éclipsée par la perspective égocentrique de l'ego. L'ego donne la priorité à ses propres besoins et récits, ce qui rend difficile la véritable compréhension des sentiments ou du point de vue d'un partenaire. Par exemple, lors d'une dispute, l'ego peut se concentrer uniquement sur l'élaboration d'une réfutation parfaite plutôt que sur une véritable écoute. Ce manque d'empathie crée une distance émotionnelle, laissant le partenaire se sentir invisible et mal aimé. Même des comportements apparemment mineurs, comme garder rancune, découlent de l'incapacité de l'ego à lâcher prise. Le pardon requiert de la vulnérabilité et une volonté de se libérer de l'orgueil, mais l'ego s'accroche au tort passé pour affirmer sa supériorité morale. Cela crée un cycle toxique dans lequel les conflits non résolus s'accumulent, empoisonnant la relation au fil du temps. À bien des égards, l'échec ultime de l'ego dans les relations est sa résistance à la vulnérabilité. La véritable intimité nécessite de l'ouverture, une volonté de partager ses peurs, d'admettre ses faiblesses et de faire pleinement confiance à une autre personne. Mais l'ego considère la vulnérabilité comme une faiblesse, quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Il construit des murs pour se protéger, mais ces mêmes murs empêchent l'amour et la connexion d'entrer. Les façons dont l'ego détruit les relations sont variées, mais leurs effets sont universels. En donnant la priorité à la fierté, au contrôle et à l'autopréservation, l'ego crée un environnement dans lequel l'amour ne peut pas s'épanouir. Reconnaître ces schémas est la première étape pour se libérer de leur emprise et reconstruire des relations sur une base de respect et de compréhension mutuelle. L'ego masque la vulnérabilité en nous convainquant que l'ouverture est une faiblesse plutôt qu'une force. Dans ses efforts pour nous protéger, l'ego construit des murs qui nous protègent de l'exposition émotionnelle. Cependant, ces mêmes murs empêchent une véritable connexion, transformant les relations en champ de bataille de fierté plutôt qu'en sanctuaire de confiance. Au cœur de cette dynamique se trouve la peur de l'ego d'être perçu comme imparfait ou inadéquat. La vulnérabilité nécessite d'admettre ses imperfections, mais l'ego s'épanouit en projetant une image de force et de contrôle. Par exemple, au lieu d'exprimer sa tristesse ou sa souffrance, une personne influencée par son ego pourrait choisir la colère ou l'indifférence, des émotions qu'il semble plus sûr d'exprimer. Ce mécanisme de protection crée une distance, laissant les deux partenaires se sentir isolés. Le concept de soi ombre de Carl Jung
met en lumière ce comportement. L'ombre est la partie de nous-mêmes que nous cachons, souvent par peur qu'elle ne soit pas acceptée. En masquant la vulnérabilité, l'ego garantit que l'ombre reste invisible, mais cette suppression a un coût. Les insécurités et les peurs non résolues s'enveniment, se manifestant d'une manière qui perturbe l'harmonie d'une relation. L'ego peut interpréter la tentative de rapprochement d'un partenaire comme une menace, conduisant à une attitude défensive ou même à un retrait. Le paradoxe de la stratégie de l'ego est que la vulnérabilité est ce dont les relations ont le plus besoin pour s'épanouir. Lorsque nous partageons nos peurs, nos doutes et nos insécurités, nous invitons à une intimité et une compréhension plus profonde. Pourtant, l'ego résiste à cette ouverture, craignant que cette exposition ne conduise au rejet. Au lieu de cela nous encourage à porter une armure émotionnelle, en nous cachant derrière le sarcasme, le perfectionnisme ou même le silence. En pratique, cela peut ressembler à refuser d'admettre que vous avez tort, même s'il s'agit de désaccords mineurs, car cela donne l'impression de perdre. Ou cela pourrait impliquer d'ignorer les sentiments de votre partenaire pour éviter d'affronter votre propre inconfort émotionnel. Ces actions, bien qu'apparemment protectrices, érodent la confiance et la proximité qui soutiennent une relation saine. L'ego masque également la vulnérabilité par le contrôle. En dominant les conversations, les décisions ou même les émotions, il crée une illusion de sécurité. Mais le contrôle n'est pas la connexion. La véritable intimité nécessite une volonté de s'aventurer dans l'inconnu, de risquer d'être incompris et de faire confiance à la force de la relation elle-même. Se libérer de l'emprise de l'ego commence par reconnaître ses tactiques. Demandez-vous, à quand remonte la dernière fois que je me suis laissé voir pleinement, sans prétention? Quand ai-je exprimé pour la dernière fois ma peur ou ma tristesse sans l'édulcorer? Ces questions peuvent révéler à quel point l'ego a influencé votre comportement. Comprendre comment l'ego masque la vulnérabilité n'est pas une question de blâme, mais de prise de conscience. Lorsque nous voyons à quel point cela nous retient, nous pouvons commencer à démanteler ces barrières, nous ouvrant ainsi aux connexions authentiques dont nous rêvons. Les signes que votre ego nuit à votre relation sont souvent subtils et s'insinuent dans les interactions sans préavis jusqu'à ce que leurs effets deviennent indéniables. L'ego fonctionne silencieusement, créant des modèles de comportement qui vous éloignent de votre partenaire et perturbent l'équilibre nécessaire à une connexion saine. Reconnaître ces signes est crucial pour se libérer de son emprise. L'un des indicateurs les plus clairs est la nécessité de toujours avoir raison. Dans les disputes, l'ego vous pousse à vous concentrer davantage sur la victoire que sur la compréhension. Les conversations qui pourraient conduire à la croissance deviennent des champs de bataille, où le point de vue de votre partenaire est rejeté ou invalidé. Par exemple, vous pourriez insister pour prouver un point, même si ce n'est pas important, laissant votre partenaire se sentir ignoré ou dévalorisé. Cette quête incessante d'avoir raison mine la collaboration et le respect mutuel. Un autre signal d'alarme est d'éviter de rendre des comptes. Admettre sa faute semble menacer l'ego, car cela assimile vulnérabilité et faiblesse. Au lieu de dire « j'ai fait une erreur », vous pourriez rejeter la faute sur votre partenaire ou sur des circonstances extérieures. Ce refus de prendre ses responsabilités nourrit le ressentiment, car votre partenaire se sent accablé à la fois par le conflit et par sa résolution. L'ego se révèle aussi à travers la peur de la critique. Si vous réagissez de manière défensive aux commentaires, qu'il s'agisse d'un comportement, d'une décision ou même du ton de la voix, c'est le signe que votre ego est en jeu. Au lieu de considérer les commentaires comme une opportunité de s'améliorer, l'ego les interprète comme une attaque contre votre identité, conduisant à des contre-arguments ou à un arrêt complet. Transformer les désaccords en compétition est un autre comportement motivé par l'ego. Au lieu d'aborder le problème en question, l'accent est mis sur la victoire dans l'argumentation. Souvent,
au détriment de la relation. Cet état d'esprit compétitif crée un environnement dans lequel les partenaires se sentent comme des adversaires plutôt que comme des alliés, ce qui affaiblit la confiance au fil du temps. L'impact de l'ego se manifeste également par une invalidation émotionnelle. Lorsque vous ignorez les sentiments de votre partenaire en disant des choses comme « vous réagissez de manière excessive » ou « ce n'est pas ce qui s'est passé », cela envoie le message que ces émotions n'ont pas d'importance. Ce comportement découle de l'inconfort de l'ego à aborder la profondeur émotionnelle, car il préfère garder les interactions superficielles et contrôlées. Un autre signe clé est la difficulté à s'excuser sincèrement. L'ego résiste à admettre sa faute car il assimile les excuses à la soumission. Au lieu de cela, il peut offrir des reconnaissances sans enthousiasme comme « Je suis désolé que vous ressentiez cela », ce qui rejette la faute sur votre partenaire. Ces absences d'excuses ne font qu'aggraver le conflit, laissant les problèmes sans solution. L'influence de l'ego se manifeste également dans un besoin constant de validation. Si vous comptez sur les compliments ou les louanges de votre partenaire pour vous sentir bien dans votre peau, c'est le signe que l'ego utilise l'approbation extérieure pour renforcer son image de soi. Cette dynamique exerce une pression excessive sur votre partenaire, qui peut se sentir épuisé en essayant de répondre à vos besoins émotionnels. Éviter la vulnérabilité est peut-être le signe le plus révélateur d'une relation motivée par l'ego. La véritable intimité nécessite une ouverture d'esprit, mais l'ego craint le rejet et le jugement. Si vous avez du mal à partager vos peurs, vos insécurités ou même vos rêves avec votre partenaire, c'est probablement parce que l'ego vous retient. Au lieu de cela, cela vous encourage à maintenir une façade de force, créant un obstacle à une véritable connexion. Enfin, le rôle de l'ego devient évident dans les schémas de contrôle. Qu'il s'agisse d'insister pour prendre toutes les décisions ou d'influencer subtilement les choix de votre partenaire, le contrôle est un moyen pour l'ego de se sentir en sécurité. Cependant, cette dynamique supprime la relation d'égalité et de collaboration, laissant un partenaire se sentir étouffé et l'autre accablé de responsabilités. Reconnaître ces signes n'est pas une question de culpabilité mais de conscience de soi. Les relations s'épanouissent lorsque les deux partenaires sont disposés à réfléchir à leur comportement et à grandir ensemble. L'ego peut créer des barrières, mais la conscience et les efforts intentionnels peuvent les démanteler. En identifiant ces modèles, vous faites le premier pas vers l'établissement d'une relation fondée sur la confiance, l'empathie et le respect mutuel. Apprendre à gérer l'ego dans les relations est essentiel pour créer une connexion fondée sur le respect et la compréhension mutuelle. L'ego, lorsqu'il n'est pas contrôlé, entraîne une attitude défensive, des conflits et une déconnexion. Cependant, en prenant conscience de son influence et en pratiquant intentionnellement des stratégies pour la contrer, vous pouvez favoriser une dynamique plus saine et une intimité plus profonde. La première étape dans la gestion de l'ego est la conscience de soi. Reconnaître quand l'ego est aux commandes nécessite d'être attentif à vos pensées, à vos émotions et à vos réactions. Demandez-vous, pourquoi suis-je contrarié? Est-ce que je défends ma fierté ou est-ce que je réponds à une réelle préoccupation? Par exemple, lors d'une dispute, remarquez si vous êtes plus concentré sur la preuve de votre point de vue que sur la résolution du problème. Le simple fait de reconnaître que votre ego est en jeu peut perturber son emprise et créer un espace pour une réponse plus constructive. Les pratiques de pleine conscience sont particulièrement efficaces pour cultiver cette conscience. Des techniques comme la méditation ou la respiration peuvent vous aider à faire une pause avant de réagir de manière impulsive. Quelques respirations profondes pendant un moment brûlant peuvent créer la clarté mentale nécessaire pour réagir de manière réfléchie plutôt que défensive. Ces moments de réflexion vous permettent de passer de réactions égoïstes
à des actions fondées sur l'empathie et la compréhension. Un autre outil essentiel est l'écoute active. L'ego résiste souvent à l'écoute parce qu'il donne la priorité à l'expression de soi plutôt qu'à la compréhension. Pour contrer cela, faites un effort conscient pour entendre pleinement le point de vue de votre partenaire sans interrompre ni préparer votre réfutation. Réfléchir à ce que vous avez entendu, par exemple dire « Je comprends que vous vous sentez blessé parce que… » peut désamorcer les tensions et montrer à votre partenaire que ses sentiments comptent. Cette pratique renforce non seulement la communication, mais aide également à démanteler le besoin de l'ego de dominer les conversations. Pratiquer l'humilité est une autre stratégie clé. L'ego se nourrit de supériorité, ce qui rend difficile l'admission de ses fautes ou ses excuses. Cependant, reconnaître vos erreurs est un moyen puissant de rétablir la confiance et de montrer à votre partenaire que vous accordez plus d'importance à la relation qu'à votre fierté. Des excuses sincères ne résolvent pas seulement un conflit. Elles démontrent une vulnérabilité essentielle pour approfondir les liens. L'empathie est tout aussi importante dans la gestion de l'ego. L'ego a tendance à centrer votre propre point de vue, ce qui rend plus difficile de voir les choses du point de vue de votre partenaire. Pour contrer cela, mettez-vous activement à leur place. Comment pourraient-ils se sentir en ce moment? De quoi ont-ils besoin pour se sentir soutenus? Ce changement d'orientation du « moi » vers le « nous » contribue à créer un sentiment de partenariat plutôt que d'opposition. Les limites jouent également un rôle crucial dans la gestion des comportements égoïstes. Fixer des limites claires et respectueuses garantit que les deux partenaires se sentent valorisés et entendus. Par exemple, si un désaccord s'intensifie, vous pouvez fixer une limite du type « faisons une pause et revoyons cela lorsque nous serons tous les deux plus calmes ». Cela empêche non seulement l'escalade, mais indique également que vous donnez la priorité à la santé de la relation plutôt qu'à la victoire de la dispute. La thérapie et l'autoréflexion sont des outils inestimables pour gérer l'ego. La thérapie individuelle peut vous aider à explorer les causes profondes des comportements dictés par l'ego, tels que les insécurités ou les expériences passées qui façonnent vos réactions. La thérapie de couple, quant à elle, offre aux deux partenaires un espace sûr pour aborder les dynamiques liées à l'ego et développer des façons plus saines d'interagir les uns avec les autres. Carl Jung a souligné l'importance du travail intérieur et le fait de s'adresser à l'ego par le biais d'une orientation professionnelle s'aligne sur ce principe. Les pratiques de gratitude peuvent également affaiblir l'emprise de l'ego. L'ego se concentre souvent sur ce qui manque ou sur ce qu'il perçoit comme une menace. En vous concentrant intentionnellement sur ce que vous appréciez chez votre partenaire et dans la relation, vous faites passer le récit de la rareté à l'abondance. Par exemple, prendre le temps de reconnaître les efforts de votre partenaire ou d'exprimer sa gratitude pour son soutien favorise une dynamique positive qui contrecarre la tendance de l'ego à critiquer ou à contrôler. Enfin, gérer l'ego nécessite un engagement envers la vulnérabilité émotionnelle. Partagez vos peurs, vos insécurités et vos espoirs avec votre partenaire crée un espace de connexion authentique. L'ego peut résister à cette ouverture, craignant le jugement ou le rejet, mais la vulnérabilité est le fondement de la véritable intimité. Lorsque les deux partenaires souhaitent être pleinement vus, au-delà des masques créés par l'ego, ils cultivent une relation ancrée dans la confiance et la croissance mutuelle. Gérer l'ego dans les relations est une pratique permanente, pas une solution ponctuelle. Cela demande de la patience, de l'intentionnalité et une volonté de confronter des vérités inconfortables sur vous-même. Toutefois, les récompenses de cet effort sont considérables. En donnant la priorité à la conscience, à l'humilité et à l'empathie, vous pouvez transformer la dynamique dictée par l'ego en un partenariat où l'amour et le respect s'épanouissent,
Se reconnecter à soi-même est l'antidote à l'influence de l'ego dans les relations. Alors que l'ego se nourrit de séparation et de contrôle, le véritable moi recherche l'authenticité, l'équilibre et la connexion. Lorsque nous nous réalignons avec cette partie plus profonde de nous-mêmes, nous créons un espace pour une dynamique plus saine, à la fois avec notre partenaire et à l'intérieur. Carl Jung croyait que le vrai soi est l'essence de qui nous sommes, au-delà de nos rôles, de nos réalisations et de notre identité égoïste. Contrairement à l'ego, qui se définit par comparaison et validation externe, le véritable soi est fondé sur la totalité. Il n'est pas nécessaire que ce soit juste ou supérieur, car il est déjà complet. Mais pour accéder à cette partie de nous-mêmes, nous devons d'abord affronter les barrières créées par l'ego. Une étape cruciale pour se reconnecter à soi-même consiste à reconnaître l'ombre, un concept central de la psychologie jungienne. L'ombre contient les parties de nous que nous nions ou réprimons, des peurs, des insécurités ou des désirs que l'ego trouve inacceptables. Ces aspects cachés influencent souvent notre comportement de manière inconsciente, par exemple en projetant nos insécurités sur notre partenaire ou en réagissant de manière défensive aux critiques perçues. En faisant prendre conscience de l'ombre, nous commençons à intégrer ces aspects, réduisant ainsi l'emprise de l'ego. La vulnérabilité joue un rôle central dans ce processus. L'ego résiste à la vulnérabilité parce qu'il craint le rejet ou le jugement. Mais la véritable connexion avec soi nécessite d'accepter l'imperfection et de se permettre d'être vu tel que l'on est. Cela peut signifier admettre que vous avez peur ou partager un rêve qui vous semble profondément personnel. La vulnérabilité n'affaiblit pas les relations. Cela les renforce en favorisant la confiance et l'intimité. Une autre voie vers le vrai soi consiste à abandonner les croyances limitantes enracinées dans l'ego. Par exemple, des croyances comme « je dois être parfait pour être aimé » ou « je ne peux pas montrer de faiblesse » proviennent du désir de l'ego de protéger son image. Ces récits nous maintiennent piégés, nous empêchant d'exprimer pleinement qui nous sommes. Se libérer de ces croyances nécessite réflexion et autocompassion. Posez-vous la question, à quelles histoires sur moi-même est-ce que je m'accroche? M'aident-ils à grandir ou me maintiennent-ils petit? La gratitude est un autre outil puissant pour se reconnecter avec le vrai soi. L'ego se concentre souvent sur le manque, ce qui manque, ce qui ne va pas ou ce qui pourrait mal tourner. Pratiquer la gratitude change cette perspective, vous ancrant dans le présent et vous aide à apprécier ce que vous avez. Ce changement simple mais profond affaiblit la domination de l'ego et vous rapproche de votre moi authentique. Se reconnecter à soi-même implique également d'aligner ses actions sur ses valeurs. L'ego a tendance à donner la priorité à la gratification immédiate ou à l'approbation externe. Mais le véritable moi agit avec intégrité. Réfléchissez à ce qui compte vraiment pour vous, qu'il s'agisse de gentillesse, d'honnêteté ou de croissance personnelle. Et laissez ces valeurs guider votre comportement dans vos relations. Cet alignement crée un sentiment d'épanouissement qu'aucune validation externe ne peut fournir. Enfin, le temps passé dans la solitude peut vous aider à approfondir votre connexion avec votre véritable moi. L'agitation de la vie amplifie souvent l'ego, nous éloignant de l'introspection. Prendre des moments intentionnels pour s'asseoir avec vos pensées, méditer ou simplement observer vos émotions peut révéler un aperçu de qui vous êtes sous le bruit. Cette pratique ne profite pas seulement à vous, cela améliore également vos relations en apportant un sentiment de calme et de clarté à vos interactions. Se reconnecter à soi-même n'est pas une destination, mais un voyage. Chaque pas que vous faites vers l'authenticité renforce votre capacité à naviguer dans les relations avec grâce et ouverture. Lorsque vous opérez à partir de cette partie plus profonde de vous-même, vous ne ressentez plus le besoin de contrôler, de défendre ou de prouver.
Au lieu de cela, vous créez un espace pour que l'amour, la compréhension et la croissance s'épanouissent. L'ego, bien que souvent perçu comme une force destructrice dans les relations, peut également être un puissant catalyseur de croissance. Ces défis révèlent les domaines dans lesquels nous avons besoin de guérison, de réflexion et de transformation. En comprenant comment fonctionne l'ego, nous pouvons commencer à faire évoluer nos relations des luttes de pouvoir vers des partenariats ancrés dans le respect, l'empathie et l'authenticité. À la base, l'ego n'est pas mauvais en soi. C'est une partie nécessaire de notre psychisme, nous aidant à naviguer dans les complexités de la vie. Cependant, lorsque rien n'est fait, cela donne la priorité à l'autopréservation plutôt qu'à la connexion, transformant l'amour en une transaction plutôt qu'en un voyage partagé. C'est dans cette tension entre les défenses de l'ego et le désir d'unité de l'âme que se produit la véritable croissance. Reconnaître l'influence de l'ego n'est pas une question d'autocritique, mais de conscience de soi. Chaque fois que l'ego fait surface, que ce soit dans une attitude défensive, de contrôle ou de peur de la vulnérabilité, il offre l'occasion de faire une pause, de réfléchir et de choisir différemment. Ces moments, bien qu'inconfortables, sont des invitations à abandonner les vieux schémas et à adopter une manière plus profonde d'établir des relations, à la fois avec nous-mêmes et avec ceux que nous aimons. Carl Jung a souligné l'importance d'intégrer toutes les parties de nous-mêmes, l'ego, l'ombre et le vrai soi. Cette intégration ne signifie pas effacer l'ego, mais l'équilibrer, lui permettre de nous servir plutôt que de nous contrôler. Lorsque nous abordons les relations avec cet équilibre, nous cessons de considérer nos partenaires comme des adversaires ou des extensions de nous-mêmes. Au lieu de cela, nous les considérons comme des égaux, méritant la même compréhension et la même compassion que nous recherchons pour nous-mêmes. La plus grande leçon de l'ego est que la connexion nécessite du courage. Le courage d'admettre ses fautes, d'accepter l'imperfection et d'aimer sans condition. En utilisant les défis de l'ego comme miroir, nous améliorons non seulement nos relations, mais nous nous engageons également sur la voie d'une profonde croissance personnelle. Le voyage pour transcender l'ego n'est pas facile, mais il est transformateur. Cela nous permet de remplacer la peur par la confiance, la fierté par l'humilité et l'isolement par l'intimité. Lorsque nous apprenons à gérer l'influence de l'ego avec conscience et intention, nous créons un espace pour des relations qui ne sont pas seulement fonctionnelles, mais profondément épanouissantes. Si vous avez apprécié ce contenu, assurez-vous d'aimer, de commenter et de vous abonner pour rester informé avec plus d'informations et de discussions. Votre engagement nous aide à grandir et à apporter encore plus de valeur à vous et aux autres. Merci de faire partie de ce voyage.